Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Olivier Delettre, doctorant à l'IHPST à Paris et au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Olivier Delettre a plusieurs publications dans plusieurs types de revues, Journal of Ecology, Philosophia Scientia et je crois quelques chapitres de livres. Le thème principal de ses travaux, c'est la résilience. Et aujourd'hui, nous allons entendre faire des liens entre la question du vague en philosophie des sciences et la résilience écologique. Olivier, je vous passe la parole. Eh bien, merci, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Effectivement, je prépare une thèse en fait sur les rôles épistémologiques du vague. J'essaie de comprendre en quoi le vague peut être utile et bénéfique pour la science. Et pour ça, je travaille plus particulièrement sur le concept de résilience écologique. J'essaie de montrer que le vague a effectivement joué plusieurs rôles qui ont contribué au succès scientifique de ce concept au cours de son histoire. Alors, je vais présenter seulement deux de ces rôles aujourd'hui. Je vais présenter le rôle de précurseur et de réservoir sémantique. Hop. Alors, donc le vague, c'est une incertitude qui concerne notre difficulté à positionner des limites à nos définitions, aux définitions des concepts. Et en général, cette incertitude, elle se manifeste par des cas limites, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on ne sait pas vraiment si le concept s'applique ou non. Alors, on a plein de concepts vagues dans le langage courant. Par exemple, les adjectifs vieux ou grand, c'est des termes vagues parce qu'il n'y a pas de limite d'âge à la vieillesse ou pas de limite de taille pour être grand. Et donc, il y a des cas limites qui sont en fait des personnes dans un contexte donné pour lesquelles on ne peut pas vraiment dire si le concept vieux ou grand s'applique. En science, on a aussi de nombreux concepts vagues. Moi, je vais m'intéresser à la résilience écologique, qu'on peut définir comme la capacité d'un système écologique à persister en dépit des perturbations. Ce qui m'intéresse précisément, c'est une partie du vague de cette notion qui est liée au terme persister pour les systèmes écologiques, parce que les systèmes écologiques, c'est des entités dynamiques, et donc leur persistance, elle tolère nécessairement une certaine quantité de changement. Et il n'y a pas de réponse simple à la question quelle est la quantité de changement au-delà de laquelle un système écologique ne persiste plus, et donc au-delà de laquelle le concept de résilience ne s'applique plus. Comme la persistance, c'est le maintien de l'identité, on peut reformuler la question par quelle est la quantité de changement au-delà de laquelle un système écologique perd son identité. Donc c'est précisément à cet aspect-là du vague dont je vais précisément là-dessus dont je vais parler pendant ma présentation. Alors, sûrement sous l'influence des philosophes du cercle de Vienne, comme Rudolf Carnap, le vague a souvent été considéré en science comme la caractéristique des concepts immatures. Il y aurait une place pour le vague au début du processus de conceptualisation, et le rôle des scientifiques, ce serait de préciser petit à petit les concepts vagues, et même de les remplacer par des concepts avec des contours définitionnels un peu plus précis. On pourrait appeler ça un rôle de précurseur du vague, euh, puisque en fait, oui, on utiliserait le concept vague tant qu'on n'a pas de curseur définitionnel. En fait. Alors on peut le représenter par ce petit schéma. Sur ce schéma, en fait, la ligne noire représente les conditions d'application du concept, les conditions dans lesquelles il s'applique. La ligne rouge représente les conditions dans lesquelles il ne s'applique pas. Et la zone grise correspond à la zone d'incertitude, les conditions dans lesquelles on ne sait pas si le concept s'applique ou pas. Donc, si on reprend le rôle du précurseur vague, bah, au départ, l'idée vague initiale, toute la zone est grisée, puisque toutes les conditions d'application, on ne sait pas au final si on peut appliquer le concept ou pas. Et petit à petit, avec le travail des scientifiques, le concept se préciserait. Donc, on aurait une zone, une ligne noire ou des conditions d'application claires où le concept s'applique clairement et représenté en rouge des conditions d'application où le concept ne s'applique clairement pas. Il y aurait toujours une zone grise à la frontière entre les deux, mais cette zone grise, elle tendrait à être de plus en plus petite à mesure que le travail scientifique avance. Et on pourrait placer les concepts auxquels l'idée vague initiale donne naissance, on pourrait les placer sur une suite linéaire, et quelque part, ces concepts se remplaceraient les uns les autres. Le précurseur vague serait abandonné pour laisser place au concept 1, au concept 2, puis au concept 3. Donc, dans ma présentation, j'aimerais montrer que ce rôle de précurseur du vague, il existe, mais qu'on peut le compléter par un rôle de réservoir sémantique.
L'idée, c'est que l'idée vague initiale, c'est pas juste une ébauche conceptuelle qui serait abandonnée dès lors qu'on aurait des concepts un peu plus précis, mais c'est un potentiel de signification, un potentiel sémantique qui resterait en arrière-plan et dans lesquels les scientifiques pourraient venir puiser pour adapter le concept à de nouveaux contextes d'utilisation et notamment pour donner des concepts plus précis qui auraient chacun des limites définitionnelles différentes. L'idée, c'est que les concepts précis euh, qui seraient obtenus à partir de l'idée vague, ils ne proviendraient pas de l'affinement progressif d'une seule et même limite définitionnelle, mais ils proviendraient du positionnement successif de plusieurs différentes limites définitionnelles. Donc en fait, les concepts auxquels l'idée vague donne naissance, ils pourraient se représenter un peu dans un schéma buissonnant comme ça, où ils évolueraient en parallèle les uns par rapport aux autres et non pas sur une suite linéaire où ils se remplacent. Donc il y aura une espèce de coexistence de concepts. Euh, alors si le vague, au cours de l'histoire de la résilience, a effectivement joué un rôle de précurseur, on devrait être en mesure d'identifier, en remontant dans le temps, une idée vague initiale qui aurait donné les concepts de résilience plus actuels. Ce sera ma première partie dans ma présentation. Je vais essayer de remonter à cette idée initiale. Et ensuite, si le vague a effectivement joué un rôle de réservoir, on devrait pouvoir trouver des concepts de résilience actuels, plus précis, qui en fait coexistent et suivent un peu des évolutions parallèles. Voilà. Et donc, je vais essayer de montrer dans mes parties suivantes qu'il y en a eu quatre. Je vais souligner quatre concepts qui sont apparus à partir de ce réservoir vague et qui coexistent aujourd'hui. Et enfin, comme le rôle de précurseur et le rôle de réservoir, l'idée c'est que ces deux rôles se combinent, ils agissent de concert. À la fin de ma présentation, j'aimerais bien présenter un petit cadre théorique plus général qui intègre ces deux rôles du vague dans le processus de conceptualisation. Voilà, pour prendre un peu de recul. Donc en fait, ça c'est le plan de ma présentation. D'abord, donc, on remonte à l'idée vague initiale. Ensuite, je vais présenter différentes limites qui ont été positionnées, qui ont été positionnées pour le concept de résilience et qui ont donné lieu à quatre définitions qui coexistent aujourd'hui. Et à la fin, je présenterai mon cadre théorique plus général. Donc je vais commencer par essayer de retrouver l'idée vague initiale de résilience écologique. Alors bien sûr, l'expression résilience écologique, elle n'existait pas avant que l'écologie scientifique apparaisse, mais on peut quand même, finalement, l'idée d'une capacité des systèmes écologiques à persister, on peut remonter, on peut la trouver assez loin dans le temps, notamment chez Linné. On peut penser que Linné avait déjà imaginé une résilience de la nature. Alors la nature, ce n'est pas un système écologique à proprement parler, parce que le concept de système, il apparaît au XXe siècle. Mais finalement, la nature, c'était à l'époque, en tout cas pour Linné, un ensemble de populations, d'êtres vivants, d'espèces différentes qui interagissaient entre elles. Donc on peut l'assimiler à un système. C'est ce que font d'ailleurs certains écologues comme Roger Dajoz. Donc à partir de là, dans le cadre de son économie de la nature, qui définit comme la très sage disposition des êtres naturels, instituée par le souverain créateur, on peut penser que Linné avait imaginé une résilience de la nature parce que cette économie de la nature, elle s'accompagnait d'une police. Et cette police, c'était un peu le contrôle mutuel des espèces les unes par les autres. Là, dans la citation que j'ai mise, par exemple, il dit que quand les graminées se mettent à se multiplier un peu trop, il y a un papillon, la phalène des graminées, qui à son tour se met à se multiplier, s'en nourrit, et donc finit par rétablir l'équilibre. Donc ça veut dire que dans l'idée de Linné, toute perturbation qui était causée par la surreprésentation d'une espèce et qui d'une certaine manière menaçait l'intégrité de la nature était contrôlée par les autres espèces en présence. Donc l'ordre qui avait été institué par Dieu dans la nature permettait à la nature de maintenir son intégrité et donc de persister. Alors on peut voir là une résilience de la nature euh, chez Linné. Ce serait un bon candidat pour être l'idée vague initiale qui a donné les concepts de résilience actuels, mais il me semble que ce n'est pas le bon, étant donné que cette idée chez Linné n'était pas vague. Je m'explique un peu. En fait, pour être vague, il faut avoir des cas limites.
c'est-à-dire il faut qu'il existe des situations dans lesquelles on ne sait pas si le concept s'applique ou pas. Et chez l'inné, en fait, la résilience de la nature, elle s'applique partout et tout le temps. Pour la simple raison que la nature ne peut pas ne pas persister. Il n'y a aucune perturbation à l'époque ne peut être suffisamment intense pour remettre en cause les capacités de persistance de la nature. Linné est relativement explicite sur ce point-là. Il le dit, ma pensée m'amène à saisir qu'il ne se peut pas que ce que le très sage créateur a établi cesse de subsister et perde son ordre et sa juste proportion. Donc de là, il faut qu'il y ait une police. Donc à mon sens, c'est plus une idée un peu tautologique, elle s'applique tout le temps, mais plus une tautologie que, disons, un concept ou une idée vague. Je crois que le vague apparaît en fait un petit peu plus tard, il apparaît en même temps que l'écologie scientifique en tant que discipline, parce que à ce moment-là, lorsque l'écologie apparaît donc à la fin du 19e et au début du 20e, elle va en fait s'accompagner de la création de nouvelles entités, de nouveaux objets de travail. Je cite là Jean-Marc Drouin qui dit que, notamment pour une branche particulière de l'écologie, qu'on appelle la synécologie, Jean-Marc Drouin dit que la nature linéenne était une entité qui était bien trop vaste pour constituer un objet de travail opérationnel, et la construction de nouveaux objets plus localisés fut l'un des problèmes essentiels auxquels se sont attelés les premiers écologues. Donc, en fait, les premiers écologues, en fait, la naissance de l'écologie s'est accompagnée de la naissance de certaines entités un peu plus localisées dans l'espace et dans le temps que la nature elle-même. Et le postulat qu'il existait des entités écologiques un peu plus circonscrites, ce postulat-là, il s'accompagnait forcément du postulat que ces entités, elles avaient une certaine capacité à persister, puisque sinon, ça n'aurait été que des entités éphémères, très évanescentes. Donc en fait, les premiers écologues vont imaginer non plus une résilience de la nature, mais une résilience dans la nature, une résilience de ces entités-là. Et comme elles sont beaucoup plus circonscrites dans le temps et dans l'espace, la résilience dont il est question ici, c'est une résilience qui va forcément être limitée parce que personne ne peut soutenir que de telles entités sont éternelles, à la différence sûrement de la nature. Et la plupart des premiers écologues à cette époque vont donc proposer des définitions pour ces limites. En tout cas, ils vont au moins les mentionner. Je ne vais pas, je peux pas, pour des raisons de concision, évoquer de nombreux auteurs, mais je vais parler surtout de Clemens parce que c'est particulièrement parlant, puis il l'a fait de manière assez exhaustive. Il a aussi eu pas mal d'influence sur la suite du développement de l'écologie. Clemens, par exemple, il expliquait qu'il y avait un équilibre, les entités écologiques avaient une capacité de persister dans un certain équilibre, qu'il appelait le climax. Donc les entités écologiques de Clemens, c'était des formations végétales, mais il expliquait bien que ce climax persistait aussi longtemps que le climat restait inchangé. Autrement dit, il y avait bien une limite à la persistance de ce climax. Au-delà même de cet équilibre, l'entité écologique elle-même avait une existence limitée dans le temps puisque Clemens expliquait que les formations végétales sont en fait comme un organisme, elles grandissent, elles parviennent à maturité, puis elles finissent par mourir. Donc il y a vraiment une mort de cette entité. Et enfin, Clemens imaginait aussi que ces entités, elles pouvaient quand même, un peu à la manière des organismes, se reproduire et donner naissance à des entités du même type. Il y avait quand même, au-delà de la mort de la formation végétale, un maintien du type. Et donc, donc voilà, on pourrait dire, tiens, il y a là aussi une capacité de persistance, sauf que là encore, Clemens proposait une vraie phylogénie des formations végétales dans son ouvrage Plant Succession. Donc, il envisageait tout à fait que même le type de formation, au bout d'un moment, finissait par changer. Il y avait vraiment des changements à toutes les échelles de temps. Alors, le problème, c'est que ces limites, notamment la limite du climax, la limite de l'existence dans le temps des entités, elles étaient très très difficiles à définir. Clemens le reconnaissait lui-même, qu'il avait parfois du mal à identifier le climax, les limites du climax. Ça a fait partie des nombreuses critiques qui ont été dirigées contre Clemens de son vivant et qui ont probablement contribué au débat sur l'existence même des entités écologiques dont Clemens parlait. Je pense au débat avec Gleason et Cooper sur voilà, sur l'existence de ces entités. Donc, pour résumer, au début de l'écologie,
il y a bien l'idée d'une capacité des entités écologiques à persister. Il y a la prise de conscience que cette capacité à persister, elle doit être limitée. Il y a de grands débats sur la position de ces limites qui amènent même à des débats sur l'existence même de ces entités. Et enfin, il n'y a pas encore véritablement de concept de résilience formalisé. C'est-à-dire, il n'y a pas un terme, il n'y a pas un concept pour se référer clairement à la capacité d'un système écologique à persister. C'est une idée. Donc, il me semble que là, on a les différents critères pour répondre à l'idée vague initiale. Il me semble que c'est ici, à ce moment, que se trouve ce qu'on pourrait appeler le précurseur vague ou le réservoir vague. À partir de cette idée, donc qui va servir un peu de potentiel sémantique, il y a un certain nombre de limites définitionnelles qui vont être positionnées qui vont être positionnées et qui vont donner naissance à des concepts de résilience un peu plus précis. Et la première limite, elle est probablement introduite par des physiciens qui, dans les années 20, comme surtout Alfred Lotka en vérité, qui, dans les années 20, essayent d'appliquer les concepts de la physique aux entités biologiques. Et dans ce cadre-là, Lotka est amené à modéliser des systèmes écologiques très très simples, constitués de deux populations, par exemple une proie et son prédateur, ou alors un hôte et son parasite. Et selon ces modèles, ce genre de système a tendance à suivre des oscillations périodiques ou bien à rejoindre un équilibre, un point d'équilibre mathématique. Dans les deux cas, en gros, il y a soit une trajectoire d'équilibre qui est mathématique, soit un point d'équilibre. Et Lotka va introduire trois notions de la physique qui me paraissent fondamentales pour notre sujet. La première, c'est que, bon, déjà, comment dire, il importe le concept de système, vraiment, de la physique. Ensuite, il importe le concept d'équilibre mathématique, mais surtout, il importe le concept de stabilité qui se réfère à la capacité de ces systèmes à deux populations. Là. Et la stabilité, c'est leur capacité à persister au sens à maintenir un équilibre mathématique ou à se maintenir à cet équilibre si jamais le système en est éloigné. Alors, Lotka est quand même conscient que les systèmes écologiques n'ont pas d'équilibre mathématique strict comme des systèmes physiques. Et après lui, de nombreux auteurs vont en fait essayer d'améliorer un petit peu son modèle. Et, euh, et parmi eux, Robert May, un écologue australien dans les années 70, va introduire plus de stochasticité dans ce genre de modèle. Donc c'est toujours des modèles, là, il en a fait d'autres, mais celui que je présente, c'est toujours des modèles à deux populations. Et il dit qu'au lieu de concevoir l'équilibre comme un point, c'est mieux d'imaginer plutôt, c'est plus réaliste en tout cas, d'imaginer un nuage de probabilité. Et selon May, plus le nuage de probabilité est étendu, moins le système est stable, et plus le nuage de probabilité est restreint autour d'un équilibre mathématique strict idéal, plus il est restreint, plus le système il est stable. Donc en fait ici, May a toujours cette idée que la stabilité, c'est la capacité du système à se maintenir au voisinage d'un équilibre mathématique, mais il introduit la possibilité quelque part de définir ce voisinage de manière statistique. On pourrait dire que 95% des points du nuage de probabilité sont dans une zone et que cette zone, c'est le voisinage de l'équilibre et que le système a une capacité à rester dans cette zone. Avec cette définition statistique en main, d'autres auteurs, à partir des années 50, c'était déjà le cas de May, en fait, réfléchissent beaucoup au lien entre la diversité au sein des systèmes écologiques et leur stabilité. C'était déjà le cas de May et Stuart Pym, un autre écologue, prend la suite et en fait, lui aussi, il est dans ce genre de problématique. Et pour clarifier ce débat, diversité-stabilité, il va proposer de décomposer le concept de stabilité en plusieurs, en quatre en vérité, en quatre sous-notions. Par exemple, il va dire, bah, en fait, ces quatre dimensions différentes de la stabilité, elles ont un impact après sur qu'est-ce qu'on entend quand on dit, tiens, le système, plus il y a de diversité, plus c'est stable, qu'est-ce qu'on entend par stabilité. Selon lui, tout dépend justement de comment on l'entend et c'est pour ça qu'il divise la notion en quatre. Il va distinguer par exemple la résistance, qui est la capacité du système à tenir sa position en cas de perturbation.
et la résilience, qui est la capacité du système à revenir rapidement au voisinage de l'équilibre, on va dire, en cas de perturbation. Donc, euh, donc là, ici, il y a explicitement le terme de résilience qui est introduit. La résilience de Pym se réfère, de la même manière que celle de Lotka et de May, hein, se réfère à l'idée d'une capacité du système à se maintenir au voisinage d'un équilibre mathématique en dépit des perturbations. Alors, dans les années 70, peu en parallèle de la définition de celle de Pym qui se met en place, dans les années 70, un écologue canadien qui s'appelle Crawford Holling, va proposer une autre limite à la persistance des systèmes écologiques. Cette limite-là, Holling, en fait, la met en évidence avec des modèles mathématiques de façon très théorique, mais il se rend compte que c'est tout à fait compatible avec certaines observations empiriques qu'il a faites. Il a notamment travaillé dans des pêcheries, il s'est aperçu que après une pression de pêche constante, les populations de poissons pouvaient drastiquement, vraiment soudainement chuter et atteindre un autre équilibre beaucoup plus bas. Et il était aussi conscient à l'époque du processus d'eutrophisation, en cours duquel un lac avec une eau claire pouvait très rapidement basculer dans un autre état avec une eau très trouble. Et au cours de ce changement, toutes les variables clés, on pourrait dire, de ce lac, la turbidité, la population de végétaux enracinés ou la population de poissons, toutes ces variables chutaient de manière très rapide. Et donc ça a amené Holling à penser qu'il y avait en fait des changements qualitatifs qui pouvaient se produire dans les systèmes écologiques et que ces changements, ils pouvaient témoigner de l'existence d'un seuil et du franchissement d'un seuil. Alors pour modéliser ça, Holling a imaginé que les systèmes écologiques pouvaient admettre plusieurs équilibres stables, plusieurs équilibres, on pourrait dire, globaux. Et ce qui l'intéressait, lui, ça n'était pas une limite au voisinage d'un équilibre mathématique, c'était en fait la limite qui, si elle était franchie, allait faire basculer le système dans un état complètement différent, qui allait vraiment changer radicalement son comportement et la valeur de ses variables. Donc c'est une limite, on pourrait dire, un peu plus distante par rapport à l'équilibre. Euh, voilà. Alors oui, il a appelé cette zone, il a appelé ça un bassin d'attraction. Et donc finalement, pour Rowling, le système est résilient tant il est capable de rester à l'intérieur de ce bassin d'attraction. S'il en sort, le concept de résilience ne s'applique plus. On peut représenter ça sous la... Alors, j'ai juste une petite question parce que ça fait longtemps que je n'ai pas partagé mon écran comme ça. Vous me confirmez que vous ne voyez pas... parce que moi, je ne vois pas que ma diapo, je vois aussi d'autres trucs autour. Vous voyez que ma diapo? Oui. On ne voit que la Ouais, diapo. ok, d'accord. Non, parce que du coup, c'est bon. Merci. Donc, en fait, on peut représenter les deux définitions dont je viens de parler sur un graphique très simple qui représente la quantité de changement dans le système. Et la résilience de Lotka, May ou Pym, c'est donc le système va être résilient dès lors qu'il reste à proximité, au voisinage d'un équilibre local, d'un équilibre mathématique. Donc ça tolère assez peu de changements. Après, sur cette limite, la limite exacte ici, bon, il y a des petites différences entre les auteurs, mais c'est à chaque fois le voisinage d'un équilibre qui est mentionné. Alors que chez Holling, là, la résilience tolère davantage de changements puisque c'est plutôt la limite d'un bassin d'attraction qui est concerné. On peut représenter ça sous la forme d'un paysage de stabilité. Dans ce genre de schéma, le paysage représente tous les états possibles potentiels du système. Et comme une bille qui roulerait dans le paysage, le système se déplace d'état en état et en général a tendance à rejoindre les points les plus bas qui sont les points d'équilibre. Sur un schéma comme ça, la limite de la définition de la résilience pour Pym, May ou Lotka, ça va être la limite verte, alors que chez Holling, ça va plutôt être la limite rouge. Donc on voit ici que la limite de Holling va tolérer davantage de changements. Un petit peu plus tard, dans les années 80, Pauling va introduire une nouvelle limite, encore dans un autre contexte. C'est en travaillant sur des forêts qui sont en fait périodiquement
affectés par des feux ou par des épidémies. Ce genre de système, Pauling le modélise par ce graphique. Il résume le système à deux variables clés, l'intensité du feu et le combustible, qui est en fait la quantité d'arbres ou la biomasse d'arbres dans le système. Et il va estimer qu'une telle forêt, en fait, possède deux équilibres stables, deux équilibres globaux, deux bassins d'attraction. Un premier où il n'y a pas de feu, c'est la ligne rouge qui se trouve en bas du graphique. Et un second bassin d'attraction, qui est la ligne rouge qui se trouve en haut, où le système, là, il y a un feu, il y a le feu dedans. Donc, ces deux états globaux d'équilibre. Et selon Holling, ce genre de système suit une trajectoire et ne cesse de passer d'un bassin d'attraction à l'autre. Ça fait partie de sa trajectoire naturelle de sans arrêt franchir la limite du bassin d'attraction. Alors, il décrit les choses un peu de cette manière-là. Il dit qu'au départ, bon, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en gros, au départ, le système se trouve là où je pointe avec ma souris. Vous voyez ma souris, oui? Oui. Eh ben, au départ, le système, en fait, dans la forêt, il n'y a pas beaucoup de combustible, il n'y a pas beaucoup d'arbres, on va dire. Petit à petit, la forêt grandit, elle parvient à maturité, donc la quantité de combustible augmente, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point où un simple orage va en fait entraîner un feu qui va faire basculer le système du premier bassin d'attraction vers le second. Il va franchir en fait le seuil qui est représenté par la ligne pointillée, qui est le seuil entre les deux bassins d'attraction. Et le système va arriver à son autre bassin d'attraction où il y a le feu, sauf que le feu détruit la forêt, donc diminue la quantité de combustible et ça va inévitablement ramener le système au départ de sa trajectoire. Et donc, le système va suivre comme ça des cycles de manière un peu indéfinie, euh, comme une trajectoire naturelle. Et Holling explique dans les années 80 que malgré ça, malgré le fait que le système n'arrête pas de changer de bassin d'attraction, il explique il est toujours résilient, il persiste toujours face aux grandes perturbations. Alors la question qui se pose, c'est maintenant, quelle est la limite pour Holling pour parler de résilience? Et Holling nous donne quelques indices quand il critique certains gestionnaires forestiers qui préconisent d'éviter les feux, de supprimer les feux comme une méthode de gestion. Pour Holling, si on suit cette méthode, évidemment, la forêt va grandir, 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 et la quantité de combustible va atteindre un tel niveau que, à un moment donné, le moindre orage inévitable va entraîner un feu, qu'on ne pourra jamais éviter. Et ce feu, étant donné que la quantité de combustible sera énorme, ce feu va avoir une intensité que la forêt n'a jamais expérimentée avant et risque de franchir un autre type de seuil, qui est représenté ici par cette ligne noire, et qu'on pourrait appeler un seuil de mortalité. Holling dit qu'on rentre dans une région de mortalité extrême des arbres. Ça veut dire qu'après ça, la forêt, le système pourrait arriver au point zéro. Au point zéro où il n'y a plus de combustible, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien. Donc, d'une certaine manière, à ce moment-là, la limite qui a été franchie, on ne peut pas considérer que c'est la limite d'un simple équilibre, mais cette limite, ce serait davantage la limite de l'existence du système lui-même. C'est-à-dire, à la fin d'un tel feu, il ne reste plus rien. On peut voir ici une sorte de le critère, souvent c'est un des critères d'identité qui est dans la littérature en écologie qui est avancée, c'est le critère de continuité spatio-temporelle. Ici, il y a une vraie discontinuité temporelle des variables clés qui décrivent le fonctionnement du système. Alors, si on reprend les petits graphiques, cette troisième résilience, quelque part, elle tolère encore davantage de changements, puisque ici, la résilience, le système est résilient, même s'il passe d'un bassin d'attraction à l'autre. La condition, la limite du concept de résilience, c'est la limite de l'existence de l'entité elle-même. Si on le représente sur le paysage de stabilité, ça correspondrait à la limite bleue, ici, parce que le paysage représente tous les états potentiels possibles pour le système. Donc, au-delà de la limite bleue, il n'y a plus aucun état possible pour le système. Autrement dit, il disparaît. Donc voilà, dans cette résilience-là, par contre, le système peut tout à fait passer d'un bassin d'attraction à l'autre et franchir la limite rouge qui était précédemment posée. Alors, une dernière limite, un quatrième concept de résilience est apparu plus récemment. Alors, de manière peut-être un peu moins formalisée que les trois précédents, c'est des définitions plus récentes
qui précise que la résilience, dans les années 2000, hein, précise que la résilience, c'est la capacité de l'écosystème à se renouveler et se réorganiser après un choc imprédictible et inattendu. Alors, si on reprend notre exemple du feu énorme que la forêt expérimente, ce genre de feu est particulièrement inattendu puisqu'il ne fait pas du tout partie de la trajectoire habituelle de la forêt. Et donc, il pourrait constituer une telle perturbation. Après une situation comme ça, on pourrait imaginer deux cas. Soit la forêt est complètement détruite, mais une autre forêt se réinstalle, avec, donc on retrouve un système qui est gouverné par les mêmes variables clés, l'intensité du feu, la quantité de combustible, avec une trajectoire un peu similaire. Soit, juste après le passage du feu, il y a des herbivores qui colonisent le milieu parce que après le passage du feu, il y a toujours des jeunes pousses. Ça peut être des rongeurs. Là, bon, si on est en Australie, ce sera peut-être des kangourous. Mais en tout cas, les rongeurs vont arriver sur place, vont manger les jeunes pousses. Quand il n'y aura plus rien, quand ils auront tout mangé, ils vont quitter la zone pour y revenir quand il y aura à nouveau des jeunes pousses et finalement maintenir le système à un état de prairie en empêchant en fait la forêt de se réinstaller. Alors là, un tel système, il serait gouverné par des variables clés complètement différentes, qui seraient la densité d'herbe et la quantité d'herbivores. Alors il me semble que ce qui est en jeu ici, c'est le maintien du type. Le maintien du type d'écosystème. Dans le premier cas, les variables clés, la nature des variables clés ne change pas, c'est une forêt qui se réinstalle, donc on pourrait dire que malgré la mort du système, le type a été maintenu. C'est un système du même type qui s'installe. Alors que dans le deuxième cas, on change les variables clés qui gouvernent la dynamique du système, donc on pourrait dire qu'on change de type. Alors il semblerait que cette définition un peu plus récente explique que le système est résilient dès lors qu'il maintient son type et il est plus résilient si le type n'est pas maintenu. Encore, donc cette définition, du coup, tolère encore davantage de changements. Si on résume, on a donc quatre définitions qui seraient apparues, qui coexisteraient aujourd'hui dans la littérature en écologie et qui se référeraient chacune à une limite différente quant à la capacité de persistance des systèmes écologiques. Donc oui, donc j'avais publié un article récemment dans le Journal of Ecology voilà, pour préciser ces quatre définitions. Alors maintenant qu'on a cette histoire du concept de résilience en main, je vais essayer de proposer un cadre théorique un peu plus général qui revient un peu sur les rôles de précurseurs et les rôles de réservoir sémantique du vague pour les intégrer dans le processus de conceptualisation. Si on résume l'histoire, on avait donc une idée vague initiale au début de l'écologie. Les écologues commençaient à affirmer l'existence de certaines entités, mais elles étaient questionnées. Il y avait l'idée que ces entités, elles avaient une capacité à persister, et que cette capacité, elle était limitée. Euh, mais il n'y avait pas non plus de concept véritablement formalisé, de termes pour se référer à cette capacité à persister. Petit à petit, en fonction, avec de nouveaux contextes d'utilisation, mais aussi avec des nouvelles observations, différentes limites ont été proposées. Il y a deux limites qui concernent l'équilibre, un équilibre local, un équilibre global, et puis après, il y a une limite à l'entité qui a été proposée et une limite du type. Donc finalement, quatre concepts sont apparus, un peu plus précis, hein. Il reste vague, hein, dans une certaine mesure, les quatre concepts actuels, hein. Ça, c'est clair, hein, c'est une question de degré. Après, ce que montre ce schéma, c'est donc que à partir de l'idée vague initiale, qui représentait un gros potentiel de signification, plusieurs concepts sont apparus, probablement par une sorte d'aller-retour entre l'idée vague et les concepts plus précis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau contexte d'utilisation du concept et que la limite doit être révisée parce qu'elle ne colle plus à ce qu'on veut en faire de ce concept, eh bien, on est amené à revenir un peu à une idée plus générale et à repositionner une autre limite. Donc, quelque part, le rôle de précurseur, comment dire, il se manifeste par le fait qu'il y a des limites plus claires qui ont été proposées et qui font davantage consensus. Et le rôle de réservoir, il se manifeste par la coexistence de ces quatre définitions. Alors, le résultat de ça, c'est que à partir du vague, d'une idée vague, on a en quelque sorte créé une polysémie.
Aujourd'hui, il y a plusieurs définitions. Au départ, on avait des limites incertaines et maintenant, on a une multiplicité de définitions qui coexistent. C'est la définition de la polysémie. Ce passage du vague à la polysémie, il est beaucoup plus complexe que celui que j'ai expliqué pour la simple raison qu'en fait, le vague de la persistance, ça n'est qu'une dimension du vague du concept de résilience écologique. Il y a une bonne partie du vague qui concerne aussi notre définition de système écologique et une bonne partie du vague qui concerne notre définition de perturbation. On peut placer la limite plus ou moins tolérante à qu'est-ce que c'est qu'un système écologique ou qu'est-ce que c'est qu'une perturbation. Et donc, de la même manière qu'il y a différentes définitions de la résilience qui sont fondées sur différentes limites à la persistance des entités écologiques, on peut imaginer, enfin c'est même pas imaginer, c'est le cas, il y a différentes définitions de la résilience qui chacune pose des limites différentes quant à la définition du système écologique, de qu'est-ce que c'est qu'un système écologique, et qui pose également des limites différentes quant à la nature d'une perturbation. Euh, Toutes ces limites sont aussi apparues petit à petit, puisque les concepts d'écosystème, de communauté, de paysage sont apparus au cours du XXe siècle. C'est pareil, la nature des perturbations, l'identification de leur nombre, des différents types d'intensité, tout ça, ce sont des limites conceptuelles qui sont apparues au cours du XXe siècle et qui n'existaient pas avant. Et en fait, tout ça donne naissance à une espèce de richesse définitionnelle, de richesse sémantique, qui s'est déployée au cours du XXe siècle et chacune de ces trois notions, quelque part, interagissent les unes avec les autres parce que eh bien, la limite qu'on va mettre à la persistance du système dépend de qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme étant un système et dépend aussi de qu'est-ce qu'on envisage comme perturbation. Donc ces trois notions interagissent et donnent des distinctions possibles du concept de résilience. Alors, c'est très critiqué tout ça, puisqu'au final, ça laisse penser que à partir d'une idée vague initiale, on va avoir une espèce d'épanouissement conceptuel qui va un peu partir dans tous les sens et qui parfois peut faire un peu peur parce qu'à la fin, on a l'impression que la notion n'est plus claire du tout, que c'est encore moins clair qu'au départ. Et pourtant, il me semble, et c'est ce que j'aimerais défendre là, c'est qu'il me semble que c'est au contraire le signe que le processus de conceptualisation s'est bien déroulé et que la richesse sémantique s'est bien déployée parce que à la fin, n'importe quelle communauté de pensée en écologie va pouvoir sélectionner au sein de cette diversité les définitions qui vont lui sembler utiles par rapport à son propre contexte d'utilisation. Chaque communauté de pensée peut donc choisir en conscience sa définition de la résilience et même, j'irai un peu plus loin, il peut même choisir sa catégorisation des différentes notions de résilience. Parce que dans toutes ces différences, certaines vont vraiment faire une différence dans un contexte d'utilisation particulier. Alors que d'autres distinctions que j'ai faites là vont faire aucune différence et dans ce cas-là ne mériteraient pas de créer, de distinguer deux définitions dans un contexte donné. Alors, je vais essayer de clarifier ça avec le petit schéma. Donc ça, c'est le cadre théorique dont je vous parlais, pour prendre un petit peu de recul. Si on résume tout ça, on a au départ une idée vague initiale, avec une fenêtre de signification très ouverte, très vaste. Cette idée vague initiale va donner un foisonnement de définitions qui vont apparaître du fait de nombreux contextes d'utilisation différents, qui va amener les scientifiques à positionner des limites différentes. Il y a une interaction permanente entre ces définitions qui apparaissent et l'idée vague initiale. Autrement dit, l'idée vague n'est pas remplacée par les nouvelles définitions qui apparaissent. Il y a vraiment une interaction entre les deux. Et ensuite, à partir de cette polysémie, chaque communauté de pensée en écologie va pouvoir sélectionner ses propres catégories, ses propres distinctions qui, selon leur usage du concept, font la différence. Et donc, chacun aura un petit peu ses définitions de la résilience. Alors, on verra dans 2 secondes que c'est un peu ça, c'est un peu l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui en écologie, avec le concept de résilience. À terme, une chose possible, mais pas du tout obligatoire, c'est que se produise une standardisation, c'est-à-dire que toutes ces communautés de pensée se mettent d'accord autour de plusieurs notions, de plusieurs définitions, soit parce qu'il y a une convergence des usages de la résilience, tout le monde se met à l'utiliser un petit peu de la même manière et pour faire les mêmes choses, ou alors parce que tout simplement on décide
de standardiser, histoire de gagner en clarté, de pouvoir communiquer entre les communautés de pensée. Et dans ce cas-là, ce qui est d'ailleurs plus je dirais, la situation du concept de résilience en physique. Dans ce cas-là, on finit par avoir vraiment, à la fin, un accord total sur des définitions très claires de la résilience, euh, et tout le monde est d'accord avec ça. Aucune de ces étapes, à mon avis, n'est obligatoire. Les retours en arrière ne cessent de se faire, c'est que des histoires d'aller-retour. Une chose importante, à mon avis, c'est que quand on a standardisé, on est beaucoup plus loin de l'idée vague initiale. Et donc, le retour en arrière pour modifier et réviser les définitions est beaucoup plus compliqué que quand on est au stade de la polysémie. Donc, à mon sens, c'est important que si standardisation il doit y avoir, qu'elle ne se fasse pas trop tôt, parce qu'ensuite, c'est beaucoup plus difficile de modifier les concepts. Et puis, ça pourrait, du coup, bloquer le déploiement sémantique dont je parlais, le déploiement d'une richesse de signification. Donc actuellement, on en est là. En écologie, à mon avis, on est au stade de la coexistence des classifications pour la résilience. Il y a eu d'ailleurs un article récent, en 2021, où les auteurs, c'était une recherche, c'était un travail bibliométrique, où ils ont fait comme ça une recherche de co-citation. Quels auteurs sont fréquemment co-cités l'un avec l'autre? Et ils se sont aperçus que bon, on pouvait distinguer peut-être deux, voire trois communautés de pensée en écologie. La première, où on reconnaît May, on reconnaît Pym. La première, bon, qui est née un petit peu de ces échanges au départ sur la loi diversité-stabilité, qui est centrée sur quand même l'équilibre mathématique, sur le voisinage de l'équilibre, et qui du coup utilise la résilience numéro 1 principalement. Et alors eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire des distinctions au sein de cette résilience-là. Ils ne parlent même pas de la résilience de Holling, ça les intéresse même pas. Pour eux, ça n'existe pas. Et donc, ils vont distinguer à l'intérieur de la résilience numéro 1 différentes notions. Euh, Ensuite, il y a toute une communauté qui gravite un peu autour du personnage de Holling. Et ça, c'est une communauté qui travaille beaucoup sur la résilience numéro 2, le bassin d'attraction. Et là, cette communauté-là, disons, elle hérite du travail qui avait été fait en... Enfin, l'idée, c'était un peu de travailler sur des différentes philosophies de gestion environnementale. Pour eux, l'importance du bassin d'attraction, c'était vraiment... Ça avait un impact pour la gestion de l'environnement. Ça faisait vraiment la différence. Et donc, eux, ils travaillent beaucoup sur la résilience numéro 2. Ils vont distinguer plusieurs concepts de résilience numéro 2. Et bon, ils parlent aussi de résilience numéro 1. Et enfin, une dernière communauté qui est peut-être plus difficile à isoler de la précédente, parce qu'en fait, elle tourne aussi autour du personnage de Holling, mais cette dernière communauté, elle s'est davantage construite autour de l'étude des systèmes écologiques, mais aussi des systèmes sociaux. Et donc, en fait, c'est une communauté qui travaille plutôt sur les systèmes socio-écologiques. On pourrait débattre de savoir si c'est plus vraiment des écologues, en fait. Mais eux, ils ont vraiment un usage de la résilience qui est beaucoup plus tolérant. Peut-être d'ailleurs du fait de leur travail avec des sociologues. Eux, ils ont un usage de la résilience plutôt 3 et 4. Et donc, ils font des distinctions à ce niveau-là. Donc, en conclusion, alors voilà, j'ai essayé donc de mettre en évidence les rôles complémentaires que pouvait jouer le rôle de précurseur et de réservoir sémantique que pouvait jouer le vague. On a vu que donc il y avait quatre limites distinctes à la persistance écologique qui avaient émergé au cours de l'histoire du concept de résilience, que ça donnait naissance aujourd'hui à une polysémie, mais que ce n'était pas forcément l'état final du processus de conceptualisation. On pouvait rester là indéfiniment, mais peut-être qu'il y aura une standardisation. Oui, voilà, donc pour guise d'ouverture, en fait, donc ça c'est un des rôles du vague que j'essaie de développer dans ma thèse. J'essaie aussi de montrer qu'au cours de l'histoire du concept de résilience, le vague a été générateur d'hypothèses, d'expériences et de modèles alternatifs. Autrement dit, le vague a vraiment joué un rôle dans la démarche scientifique, à proprement parler, même dans la démarche expérimentale. Et enfin, j'essaie de montrer que le vague a aussi joué un rôle de facilitateur du dialogue interdisciplinaire et du dialogue entre scientifiques et profanes. Merci. Merci beaucoup. Très intéressante présentation. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires, des demandes de précision?
Euh, Bonjour. Oui, Athénie. J'aurais deux questions en fait. Euh, Merci beaucoup Olivier, c'était très intéressant. Et je vais essayer. En fait, ma première question donc serait de donc tu as parlé du rôle du vague donc dans la démarche scientifique principalement euh, dans en fait, les premières étapes de construction d'un concept scientifique. Alors, ma question, qui au final, en fait, je crois que tu as répondu à la fin. Que, que dirais-tu donc de la désuétude des concepts? Et en fait, finalement, ce que j'ai compris, c'est vrai que en fait, euh, pour toi, en fait, euh, il devrait être privilégié un pluralisme dans le cadre de la démarche scientifique. Euh, Hmm. voilà. Et après, j'aurai une question sur les systèmes écologiques. Merci. Oui, eh ben, merci pour ta question. Alors, en fait, alors, il y a deux questions. Voilà. Alors, bon, sur le pluralisme, oui, clairement. Ouais, il me semble, en tout cas, il me semble que, il y a beaucoup de critiques, en fait, dans le champ de l'écologie sur le fait que la résilience, on s'y retrouve pas, c'est le bazar, il faudrait à tout prix standardiser, sinon on va jamais y arriver. Et effectivement, c'est pas forcément souhaitable tout de suite. Peut-être, ça peut l'être, mais c'est pas. En tout cas, il n'y a rien d'obligatoire à standardiser quand on fait des sciences. C'est parfois un peu le modèle de la physique, à mon avis, qui invite tout le monde à vouloir qu'il n'y ait qu'une définition, qu'elle soit ultra précise. Donc, oui, pour l'instant, à mon avis. Et d'ailleurs, c'est encore plus important cette question du pluralisme au-delà de l'écologie, quand on réfléchit à la- euh, à l'approche socio-écologique du concept et à son utilisation dans un cadre plus politique. C'est aussi là que arrive, à mon avis, l'importance vraiment d'avoir un pluralisme d'utilisation. Et par rapport à la désuétude, oui, l'idée, c'est que du coup, le concept vague, dans mon idée, ne tombe pas en désuétude parce qu'il est vague. Et parfois, il y a un peu quand même cette idée, quand on parle ouais, il y a l'idée que le concept est trop vague et donc il est abandonné. Et je pense qu'en fait, il n'est pas abandonné. Je pense qu'il reste en fait en arrière-plan. Tout le monde l'a encore en tête et on est capable de voir que les concepts plus précis qui sont des concepts actuels sont en fait complètement liés à cette idée-là, qu'elle persiste. Et il y aura toujours des gens pour dire non, mais l'idée a disparu, elle a été complètement abandonnée, et d'autres pour dire mais non, c'est finalement la même chose que ce qui existait avant. Donc, moi, je crois que les idées, elles peuvent tomber en désuétude, peut-être parce que le terme n'est pas approprié ou parce que parce qu'à un moment, peut-être elles sont fausses, mais en tout cas, pas parce qu'elles sont vagues. Le vague, à mon avis, reste en permanence. Oui, merci, merci. Et à ce point, j'aurais aussi une question. En fait, le rôle des tests, en fait, scientifiques, en fait, de soumettre, en fait, voilà, une hypothèse, une théorie, un test. Et bon, après, comment construire ce test, mais est-ce que finalement un test ne pourrait pas éliminer quand même cette histoire de vague? Ouais, bah en fait, justement, c'est la deuxième partie de ma thèse. Ouais. Enfin, faut encore je l'écrive, mais en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire que justement, le fait de ne pas connaître les limites définitionnelles et de ne jamais les connaître et d'accepter que, par exemple, un système écologique, on ne peut jamais connaître la limite de sa persistance tant qu'on ne l'a pas franchi. C'est-à-dire, tant que le système ne va pas s'écrouler, on ne pourra jamais savoir. C'est comme la limite de notre propre existence à nous. On saura le jour de notre mort quelle était la limite de notre existence. Et en fait, le fait de ne jamais savoir et où se situe la limite des systèmes écologiques, c'est ça qui, en permanence, nous amène à expérimenter dessus, à essayer d'en savoir plus.
Et donc, oui, on peut réduire le vague, ça nous incite à le faire, mais quelque part, on aurait tout à perdre à ce qu'on sache exactement, exactement, en fait. Si on savait exactement, ça bloquerait complètement après toute une démarche expérimentale qui est intéressante. Parce que les limites, elles évoluent en plus. Donc, Oui. imaginer qu'on pourrait définir une limite, ce serait illusoire. Mm. Merci. Et une petite, si je peux me permettre, donc sur l'objet, donc pour toi, le vague de l'objet sur lequel tu travailles, alors ici le système écologique, serait quelque chose aussi intrinsèque par rapport à son identité, en fait. Oui. Parce que, bon, selon aussi, en fait, la résilience de Rowling. Ouais. En fait, d'ailleurs, enfin, sur ce sujet-là, il y a des théoriciens du vague qui ils distinguent trois sortes de vagues. Ils disent il y a le vague linguistique qui n'a à voir que avec notre utilisation des mots, que avec le langage. Il y aurait le vague intrinsèque dont tu parles, qui serait le vague ontologique, qui vraiment serait lié à la nature même des systèmes. Et il y Mm. aurait le vague épistémique, qui serait lié à notre incapacité de savoir, même en Mm. expérimentant. Donc, mais souvent, c'est quand même un doux mélange des trois, hein. Là, dans le cas de la résilience, il me semble. Mhm. D'accord. Merci. Mm. D'autres questions, commentaires? Après, des remarques et des questions. Alors, merci pour cet exposé. Vraiment, il est très riche, hein. Je trouve plein de choses qui m'intéressent beaucoup. Genre, j'ai bien vu la dimension sémantique de l'affaire. Euh, euh, alors, si j'ai bien compris, en fait, oui, le concept de résilience s'élargit, c'est par élargissement successif, hein, qu'on arrive à des notions de plus en plus englobantes. Euh, et ça me fait penser à ce qu'on dit. Il y a un livre qui a été écrit que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'analogie cœur de la pensée, où les deux auteurs euh, disent que le phénomène de conceptualisation, hein, la création des concepts, pour eux, se fait toujours par l'analogie. C'est quand on fait des analogies et qu'on pousse l'analogie toujours plus loin, qu'on élargit les concepts et on leur donne une signification de plus en plus large. D'où ma question. Est-ce que dans votre étude, vous avez pu vous rendre compte de l'importance des analogies des systèmes écologiques avec d'autres systèmes, et je pense en particulier les systèmes économiques. Donc, je termine ma question. Le rôle des analogies avec d'autres systèmes, peut-être économiques, pour élargir toujours plus ce concept de résilience. Et l'analogie avec un système, enfin, avec une théorie économique qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est la fameuse destruction créatrice, hein. C'est-à-dire que de Schumpeter, hein, la destruction d'un tissu économique euh, pour Schumpeter n'est pas une destruction, la fin de quelque chose, mais toujours le début d'une autre ère de prospérité par l'innovation. Voilà. Et donc là, avec cette idée de Schumpeter, qui à mon avis est très nouvelle, dans les années 1910, je crois, on, 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 on- on change complètement, on retourne complètement l'idée de destruction d'un système économique en disant mais non, c'est un processus normal, et ça me fait tout à fait penser aux deux, je crois que ça peut être le deuxième ou troisième modèle de résilience où finalement on passe d'un système à l'autre et on reste à l'intérieur d'un même ensemble. Voilà.
Donc, c'était ma question, quel est le rôle de l'analogie et quel est le rôle, finalement, de la pensée politique du moment? Je vous entends pas. Le micro. Votre micro est éteint. Merci. Donc, merci pour la question. Effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison. L'analogie joue un rôle très important à plusieurs niveaux. Déjà, Holling, depuis très très tôt, depuis les années 60, il a toujours manifesté une envie d'exporter tous ces concepts à des systèmes sociaux, économiques. Il a vraiment cette envie, dès le départ, de ne pas être, on pourrait dire, qu'un écologue, d'exporter ces. D'ailleurs, il fait dans les années 60, en 69, il fait un exposé qui est où il fait le parallèle entre un modèle proie-prédateur et un modèle économique où il y a en fait des acheteurs, des gens qui veulent acheter des terres et puis des terres, quoi. Donc, je sais pas, j'avais pas trop regardé en détail, mais c'était un peu pour l'époque osé, quoi, comme analogie. Donc, je pense que déjà, oui, il y a une tendance chez Holling à vraiment creuser les analogies et à les chercher notamment avec l'économie et je dirais même avant tout avec l'économie. Pour Schumpeter, par exemple, c'est même explicite. C'est-à-dire que dans son article de 86, vraiment, Schumpeter a été une source d'influence importante, pour pas dire vraiment une des principales, quoi. Donc effectivement, le concept de destruction créative, d'ailleurs, de destruction créatrice, dans son cycle, hein, il crée une théorie en fait qui s'appelle le cycle adaptatif par rapport aux forêts là, qui sont soumises à des feux périodiques. Et dans sa théorie, il y a un petit schéma en forme de 8 qui est devenu un peu célèbre. Et en fait, une des étapes de la trajectoire du système s'appelle la destruction créatrice. Donc, c'est vraiment, il a inspiré les termes, les concepts. Ça me fait penser, alors si ça vous intéresse, je sais il y a un article, c'est des auteurs allemands qui ont fait ça. Je crois que l'auteur, il s'appelle Gößling, c'est en 2017. Ils ont fait une histoire de la résilience. C'est vraiment une histoire conceptuelle où eux, ils essaient justement de montrer que le concept s'est construit par des analogies avec justement d'autres sciences. Ils font le lien avec l'homéostasie, avec un moment où finalement voilà, il y avait plus voilà, un lien avec ça. Et donc, je pourrais vous envoyer même l'article si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je sais que c'est Gosling 2017. Euh, donc, complètement sur l'analogie, on pourrait en parler longtemps parce que c'est vraiment le cœur du concept de résilience. Il y a aussi une autre interprétation que j'ai déjà entendue. Je crois que les théoriciens de la résilience ne sont pas trop d'accord avec ça, mais je trouve que c'est intéressant. Il y a des gens qui disent aussi que finalement, si le concept de résilience s'élargit comme ça et qu'on tolère de plus en plus de changements, c'est peut-être aussi parce que les perturbations sur Terre deviennent de pire en pire, et donc en fait, on finit par concevoir, par adapter notre concept. Ah bon, finalement, on va peut-être tolérer ce genre de changement parce que on n'a pas le choix. Et donc, c'est aussi une autre manière de voir les choses, pour expliquer, vous voyez, cet élargissement conceptuel. Mais ce qui m'intéresse aussi dans votre question, c'est que ça sous-entend qu'au final, comme je travaille sur le vague, je considère que la conceptualisation s'est faite à partir d'une idée vague initiale. Alors que si on raisonne par élargissement, on pourrait considérer que ça se fait à partir d'une idée qui est restreinte au départ. Et en fait, je ne crois pas parce que précisément, chez Clemens, au début de l'écologie, il y a déjà il y a déjà tout, il a déjà pensé la limite du type, il a quand même déjà un peu imaginé la limite de l'organisme, il y a déjà un petit peu. C'est simplement que les limites ne sont pas posées, mais en fait, l'élargissement, il est déjà là au départ. Et voilà, ça pourrait être un argument qui justifie que peut-être on construit à partir du vague. Alors, juste par rapport à ça, moi, il me semble que dans tout processus d'élargissement conceptuel par l'analogie, en fait, le précurseur, il doit nécessairement être là pour pouvoir légitimer les élargissements. On ne peut pas élargir comme ça et arriver à un moment donné à une idée qui serait contraire. Donc, le précurseur n'est pas incompatible avec le process d'élargissement. Il est nécessaire pour que cet élargissement soit toujours légitime.
Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on s'en sort, entre guillemets, Mm. pour maintenir les deux. Alors, j'ai d'autres questions, mais c'est qu'Antoine. Ouais, j'en ai quelques-unes. Je vais peut-être en poser deux en rafale, là, parce que la première est assez simple. Ma première question, c'est pourquoi le terme résilience? Parce que parmi les concepts, là, vous avez mentionné homéostasie, il y a stabilité, équilibre, résilience. Et là, si je comprends bien, vous voulez faire une histoire qui englobe euh, des concepts qui ont été signifiés par tous ces termes-là. Pourquoi prendre résilience comme terme général qui serait celui qui englobe tous les autres? Pourquoi pas stabilité? Et là, dire, bon, dans un moment de l'histoire de ces concepts-là, c'est devenu résilience le, le mot le plus courant. Donc ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question, elle est très générale. C'est que j'ai l'impression, j'ai envie d'être vraiment d'accord et je trouve que c'est hyper utile pour défendre l'écologie contre votre analyse est hyper utile pour défendre l'écologie contre des accusations courantes. On a vu cette espèce de pessimisme. Je pense au livre de Schrader, Frechette et McCoy qui dit, bon, en écologie, l'usage des termes est tellement polysémique que ça montre l'immaturité de cette science-là. Et là, vous dites, non, il y a quelque chose de fructueux dans cette polysémie, dans ces usages parfois vagues des concepts. Et j'ai envie d'être d'accord, mais en même temps, euh, en philosophie, j'ai toujours eu tendance à penser que quand c'était vague, euh, si quelqu'un arrive et dit ouais, tel philosophe, ses travaux sont vagues, mais c'est un réservoir sémantique, je vais plutôt être sceptique et je vais dire le vrai travail philosophique utile commence quand les précisions ont été faites. Donc, les auteurs qui ont dit des trucs vagues, qui ont mérité d'être précisés par la suite, ben, c'est ceux qui ont précisé qui ont plus de mérite philosophique pour moi. Donc là, je vois un peu une tension entre mon attitude à l'égard du vague en philosophie et mon envie d'être d'accord avec vous. Donc je me demandais si vous aviez quelques idées pour voir comment on peut concilier les deux attitudes, si jamais c'est possible. Oui, alors merci. Alors, bah, la première question, ma réponse va être assez courte. Pourquoi j'ai choisi le terme de résilience? C'est vraiment principalement par rapport au sens de mes réflexions. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé par m'intéresser au concept de Holling. Et puis après, de fil en aiguille, je suis arrivé aux autres concepts. Donc après, j'ai gardé, moi, dans ma pensée personnelle, ce concept comme étant le cœur de mon travail. Mais alors là, il y a des tas de travaux en écologie où en fait, stabilité, résilience, il y en a qui vont dire que la stabilité, c'est une des dimensions de la résilience, et il y en a qui vont dire que la résilience, c'est une des dimensions de la stabilité. Là, pour le coup, voilà, en termes de terminologie, il y a pas de consensus. Donc, au final, j'aurais pu choisir stabilité, en effet. Là, c'est vraiment, ouais, en gros, après, c'est vrai qu'il fallait faire un choix aussi, parce qu'à un moment, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que je peux trouver un concept qui soit suffisamment englobant, un terme en tout cas, qui serait suffisamment englobant pour vraiment décrire tout ça? Mais presque tout a déjà été utilisé. Même, à un moment, je me suis dit, c'est peut-être, finalement, mon sujet, c'est peut-être plus la persistance, bon, qui est peut-être plus générale, mais en fait, PIM, par exemple, dans ces subdivisions de la stabilité, il y a le concept de persistance. Donc, je sais pas, là-dessus, je n'ai pas de concept qui serait, ouais, de terme qui pourrait permettre d'être plus général. Ensuite, sur la deuxième question, je vois bien, à mon avis, la manière de se sortir de ce problème, euh, c'est euh, c'est de réfléchir par contexte d'utilisation. C'est-à-dire que le vague continue d'être ultra pertinent dans certains contextes d'utilisation, de la même manière que d'avoir un concept très précis en main va être hyper utile dans un contexte particulier. Euh, et en fait, tout dépend, moi je crois vraiment que tout dépend de ce qu'on veut faire du concept. C'est-à-dire quand quelqu'un élabore un concept très précis, je ne sais pas si au final on peut dire, tiens, il a plus de mérite que celui qui a fait quelque chose de vague. Tout dépend ce que lui voulait faire avec son concept précis. S'il a voulu obtenir une mesure très particulière dans un écosystème
il a tout intérêt à avoir quelque chose de très précis, de très opérationnel. Après, quelqu'un qui est sur des réflexions beaucoup plus théoriques, qui a besoin d'un concept très général, en fait, il a tout autant de mérite à choisir justement peut-être le degré de vague qui convient à son contexte d'utilisation. Et ça me fait un peu penser, ça m'a toujours un peu fait penser au schéma de Lévin sur les lois. On ne peut jamais avoir de la généralité, de la précision, et je ne sais plus, vous voyez un peu de quel schéma je parle avec. Et en fait, à chaque fois, il y a une histoire de compromis entre les trois. J'avais fait quelque chose, je pourrais vous le montrer, mais un peu. Alors attendez, il faut que je. J'avais un peu fait un triangle du même genre euh, là-dessus. C'était à la fin de ma présentation parce que, en fait, là, ça défile. Ça- J'arrive au bout. Voilà. Donc voilà, et j'avais fait un peu un truc comme ça, où en fait, en reprenant le même triangle, on pourrait voir il y a une espèce de trade-off entre généralité, précision, réalisme, et je crois que ça peut être en tout cas une manière de sortir du dilemme dont vous parliez, de savoir finalement qui a le plus de mérite. Je sais pas, tout dépend de ce qu'on veut faire. Dans certains contextes, on a vraiment, quand on veut par exemple de la généralité et peut-être du réalisme, on a besoin de quelque chose d'assez vague. Alors que quand on veut vraiment, je sais pas, de la généralité et de la précision, on a besoin de moins de vagues. Voilà, ça pourrait être une réponse. Merci beaucoup. Je crois que Fabrice, vous aviez d'autres Alors, questions, peut-être Artémis aussi, vous en aviez d'autres. pour rebondir sur ce que tu disais, Antoine, le, effectivement, ça peut être problématique d'avoir une idée vague qui entretient une pluralité de points de vue dans un domaine scientifique pur et dur. Mais si on admet, je suis de ceux qui pensent ça, que dans l'écologie, il y a une part irréductible euh, de, de d'épistémologie qui est comme l'épistémologie des sciences humaines et sociales. On ne peut pas déplorer ce vague-là qui génère une pluralité de points de vue, puisque ce qui caractérise les sciences humaines et sociales, c'est justement la pluralité de points de vue. Donc je pense qu'il faut absolument admettre que, étant donné la dimension sociale et politique de l'écologie, il faille aussi admettre cette nécessité épistémologique des sciences sociales qui est la pluralité du point de vue. Et à ce moment-là, le vague, eh bien, il entretient ça, et ben, parce que l'écologie est une science, c'est la plus humaine des sciences de la nature, comme dirait euh, Jean-Paul Belluage. Voilà. Je ne sais pas si ça peut contribuer à la réflexion, c'est moi ce que je ferais comme réponse. Voilà. Moi, Et, si je peux me permettre aussi d'ajouter une petite chose par rapport à ça, c'est justement une bonne comparaison pour ça, c'est le concept de résilience en physique. Parce que il a une bonne présence en physique, ce concept. Et alors, il a une définition, mais tellement précise. C'est-à-dire, c'est vraiment la résilience, c'est donc la capacité d'un matériau, en physique des matériaux, en fait, à ne pas casser, à ne pas rompre au-delà d'une certaine quantité de perturbations. Mais pour tester la résilience d'un matériau, il faut se mettre dans des contextes, dans un contexte, je veux dire, très particulier. Ça veut dire le matériau, il doit être testé avec, donc ça doit être une barre qui fait telle dimension, qui est mise entre un poids qui fait tant, qui arrive avec une distance de temps, et vraiment, tout le monde mesure la résilience exactement de la même manière, tout pareil. Et il me semble que, alors là, un concept aussi précis en écologie aurait vraiment aucun intérêt parce que on pourrait pas, les systèmes écologiques sont si divers et variés et que les contextes pourraient pas être résumés à voilà, à quelque chose d'aussi standardisé.
et l'intérêt de la science écologique, c'est de dire, je, nous, on fait partie de telle communauté qui prend la résilience avec tel sens, parce que, donc c'est là l'intérêt, on choisit, on décide de choisir telle et telle variable. Hein, puisque vous avez bien montré que finalement, quand on étend les sens de résilience, on change à chaque fois les variables utilisées pour la définir. Le premier, c'était la biomasse. J'ai vu que sur la courbe, c'était en ordonnée, c'était biomasse. Et après, au fur et à mesure qu'on étend le concept, on change en fait de variable descriptive pour dire, bah oui, c'est résilient si on prend une autre variable. Et l'intérêt de la science, là, du raisonnement scientifique dans cette histoire, il n'est pas de supprimer le point de vue, les points de vue, enfin, la diversité de points de vue, mais au contraire d'expliciter les paramètres qui sont pertinents pour chacune des communautés, chacun des points de vue. Voilà. Et... Je me permets peut-être de rebondir là, parce que il me semble que Fabrice, tu viens de dire de préciser, parce que je ne suis pas convaincu, moi, de l'incompatibilité entre la précision et la pluralité des points de vue. C'est que, dans le fond, chaque communauté utilise le concept d'une manière qui sert bien ses orientations de recherche ou ses projets, mais elle le fait en précisant le sens du concept à ses fins. Donc, c'est quand même au moment où le concept est précisé qui devient utilisable, qui devient fructueux. Et là, on peut dire, ouais, cet usage-là est rendu possible parce qu'initialement, on a utilisé le concept de manière vague, ce qui autorise ces multiples utilisations. Donc, c'est que là c'est comme si on valorisait le vague dans le passé, mais en vertu du fait qu'il permet des précisions aujourd'hui qui sont multiples et donc qui en font un concept qui se prête à des usages multiples. Mais en même temps, c'est au moment où les précisions sont faites que les usages sont vraiment utiles. Donc là, je me demande, est-ce qu'il y a seulement cette trajectoire-là du vague à la précision et diversification du concept, ou est-ce que, dans le fond, on pourrait avoir d'autres trajectoires et on a la diversification, on a un concept qui admet des usages diversifiés, qui donc accommode la pluralité des points de vue, sans qu'il y ait eu initialement une étape où le concept était vague. C'est pas une question rhétorique, là, je le demande pas en vue de faire une objection, c'est vraiment une question qui me vient. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai peut-être une idée par rapport à ça. En fait, alors, je pense que ce que vous venez de décrire, en tout cas dans mon idée, c'est un des rôles du vague. C'est-à-dire, il y a effectivement cette idée qu'à partir de l'idée vague initiale, on va faire des concepts précis. Mais là où je pense que je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites que après, il n'y a que ces concepts plus précis qui vont avoir une utilité. Comme si en fait, l'idée vague de départ ne pouvait pas encore avoir une utilité. Je veux dire, même au moins théorique, par exemple. Une fois qu'on a tous les concepts précis qui découlent de l'idée vague de départ, ces concepts précis, on peut aussi, pour pouvoir dresser même ne serait-ce que des parallèles entre eux, on a besoin d'adopter un point de vue un peu extérieur, ou en tout cas d'adopter un concept qui est un peu plus vague. Finalement, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Moi, en fait, je ne fais que dire que tout ça, toute cette diversité, c'est qu'un seul et même concept qu'on peut résumer à la capacité à persister en dépit des perturbations. Donc, quelque part, moi, dans le cadre de mon travail, j'utilise un concept super vague qui serait en fait le concept très général. Et, euh, et je crois que le fait de parfois, en tout cas, oui, utiliser ce genre de concept peut aider à faire des rapprochements, des concepts qui seraient plus précis, et donc à avoir un intérêt théorique, mais même pratique intéressant. OK. Là j'ai peut-être envie de tenter une objection sur la base là, de ce qui vient d'être dit, parce que j'ai l'impression que, en fait, euh, le concept, ce qu'on a, c'est un concept général, la capacité d'un système à persister en dépit des perturbations, mais un concept qui, bien qu'étant général, n'est pas vague. Il est précis, c'est seulement qu'il est général. Et là, ensuite,
les autres concepts de résilience sont des variations ou des variantes de ce concept général, mais il y a une sorte de taxonomie qu'on peut faire. Et donc, il n'y a pas un rôle du vague ici. Il y a un rôle qui est joué par un concept général et donc qui peut être adapté à plusieurs usages. Est-ce que finalement c'est ça ou est-ce qu'il y a... Parce que la définition, si on peut donner une définition, c'est que c'est pas vague ou alors on comprend pas. Et moi, je suis pas, je connais pas beaucoup là, les discussions sur le vague, donc peut-être j'ai une conception naïve. Alors là, pour bien répondre à ces objections, il faudrait que je me replonge dans mes propres, dans mes distinctions, parce que je sais que dans l'introduction de ma thèse, je m'étais vraiment penché sur la distinction entre qu'est-ce que c'est qu'être général et qu'est-ce que c'est qu'être vague. Et c'est deux choses différentes, c'est-à-dire mais là, je suis pas sûr d'avoir les clés là pour bien répondre. Il faudrait que je me replonge dans cette distinction-là. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Et pour montrer que c'est deux choses différentes, faut trouver un contre-exemple. Il faut trouver quelque chose qui est vague sans être général. En fait, je suis convaincu il y a ça aussi, c'est-à-dire il y a une part de généralité. En fait, je crois que peut-être ce que vous décrivez avec un concept général, en fait, le mouvement que vous décrivez entre la généralité et la précision, ou en tout cas, non, la généralité et la particularité, on pourrait dire, il existe avec le vague et la précision. C'est-à-dire, ce seraient deux choses, à mon avis, différentes, mais qui pourraient agir ensemble. Et là, je vous avoue que il faudrait que je me replonge dans mes définitions précises de distinction, parce que comme il y a plein d'incertitudes conceptuelles, après il y a la dépendance au contexte, il y a ce qu'on appelle l'indétermination, tout un tas de... Et, et il me semble que, en tout cas, voilà, la réponse que j'ai juste envie de donner tout de suite, c'est ça pourrait être, ce serait pas forcément incompatible. On pourrait avoir un concept qui est général et qui va du général et qui aide à aller après au particulier, et aussi qui soit vague et qui aide à aller à la précision, il me semble. Donc, l'un n'empêcherait pas l'autre. Mais Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires, Marc? Il semble que non. Donc, ben, je vous remercie beaucoup. C'était extrêmement intéressant, stimulant. J'ai bien hâte là, d'en lire plus. Euh, ça clôt là, cette première saison de notre séminaire d'histoire et de philosophie de l'écologie. Fabrice, on pourra discuter là, si on veut qu'on reprendre les séminaires à l'automne prochain. Là, j'ai pas le lien sous la main, mais on a une page sur le site web du CIRST, le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, où sont mis les enregistrements des séminaires. Donc, si vous avez manqué de nos séminaires précédents et que vous êtes intéressé à les entendre, vous pourrez les trouver là. Est-ce qu'Hélène, tu offres... Ah, voilà le lien. Donc, il est dans le chat si ça vous intéresse. Donc, merci beaucoup tout le monde ben, à une prochaine, soit à des prochaines instances de ce séminaire ou à d'autres occasions. Bien, merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. merci.